Bonjour à tous, bienvenue. Alors, qui parmi vous fait déjà de la programmation fonctionnelle? Moyen. Et qui en fait dans des langages style Java, par exemple? Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Je vais parcourir avec vous. On va partir d'un exemple de code totalement impératif, comme on a l'habitude de le voir. Et je vais vous montrer au fur et à mesure les différents outils de la programmation fonctionnelle que vous pourriez mettre en œuvre pour améliorer votre code. Et on va au fur et à mesure le refactorer comme ça. Alors d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Patrick Giry et ça fait 20 ans que je suis dans le développement logiciel. Je fais partie d'une société basée à Paris qui s'appelle Arola, qui est une ESN. Et je me qualifie de software gardener parce que pour moi, créer, entretenir et faire évoluer un jardin, eh ben, c'est un peu la même chose pour le logiciel. Donc, créer un logiciel, le faire évoluer et l'améliorer, c'est un peu les mêmes pratiques. C'est un peu le principe, je tente des choses, j'apprends de mes pairs, j'apprends en faisant, et en faisant, j'améliore ma pratique. Et vous avez en bas mes domaines d'expertise sur lesquels je suis amené régulièrement à intervenir. Et puis vous pouvez me suivre sur Twitter et par mail, sur le GitHub aussi. À Paris, je suis co-organisateur d'un meet-up qui s'appelle Dojo Développement Paris. Le principe, c'est qu'on se réunit une fois par semaine à peu près et on prend un sujet avec un langage et on essaye de le faire tous ensemble, le sujet en question dans ce langage donné. Donc si vous avez la chance de passer par Paris, n'hésitez pas à venir nous rendre une petite visite et de venir vous amuser avec nous. Tout ce qu'on fait, on le pousse sur le GitHub qui est en bas et on fait une branche à chaque séance. Donc si ça vous intéresse de voir ce qui est fait, vous pouvez le voir. Je suis aussi co-organisateur d'une conférence, d'une non-conférence dont on peut parler ici, qui s'appelle Socrates et qui cette année se déroulera le 17 et 20 octobre. On va passer au vif du sujet. Le projet fil rouge que l'on va utiliser, c'est celui-là, c'est que je suis un organisateur d'événements. Et puis ce que je voudrais faire, c'est pouvoir rechercher mes participants, afin de pouvoir avoir la liste des participants qui sont réellement présents à l'événement. Parce que, comme beaucoup, il y en a qui s'inscrivent mais qui ne viennent pas. En fait, on va traiter des listes. Et comme on voit, le réflexe pour tester des listes, donc moi je suis un adepte du TDD, donc je vais commencer par faire des tests. Et quand on veut tester des listes, on a 3 cas de figure à tester par défaut. Le 0, la liste est vide, le 1 et le mini. D'où 3 cas de test d'acceptance. Il y a le cas où on a le prénom qui est requêté, il ne match avec aucun prénom d'un participant. Il y a le cas où il y a un seul prénom qui va correspondre et il y a le cas où j'en ai plusieurs. Donc mes tests unitaires, ils ressemblent à ça. Donc ça, c'est la partie setup. L'idée, c'est que je me fais un groupe de participants. Et j'ai ce que je vais tester, c'est l'attendee qui est ici. C'est lui qui va contenir le référentiel, l'ensemble de mes participants. Donc on va voir après comment c'est implémenté. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un référentiel mémoire qui correspond aux attendus et dans lequel j'ajoute les participants potentiels. J'ai mes 4 tests. Donc dans mes 4 tests, on retrouve les 3 cas que j'ai cités tout à l'heure. Le premier, c'est ma liste est vide.
enfin, j'ai aucun attendu qui correspond dans ma liste au nom que j'ai passé en paramètre. Et dans ces cas-là, j'obtiens un résultat vide. J'ai le cas où j'ai une seule personne qui correspond. Et donc, ces cas-là, c'est ce qui m'est retourné. Et dans un cas où je mets une partie du prénom, ça c'est plus facile pour rechercher parce que du coup, si je suis un peu dyslexique ou que je ne mets pas toutes les lettres, ça va quand même me remonter des choses. Du coup, j'obtiens 2 résultats dans mon cas de figure. L'architecture que j'ai adoptée, c'est d'avoir un objet attendee qui représente le participant, une interface qui fait partie de mon domaine, qui est l'ensemble des attendis, le référentiel d'attendis. Et dans mon infrastructure, là, pour la question de la démo, j'ai créé un repository mémoire qui va implémenter l'interface attendees. Donc, l'objet domaine, il est fait comme ça, avec un attribut, des factories pour se copier et pour se créer. Alors, dans la vraie vie, ça serait plutôt un builder avec prénom, nom, enfin toutes les informations d'un attendee. Là, pour le cas du test et pour que ça loge sur slice, je me suis limité au prénom. L'utilisation des static factory, c'est une bonne pratique qui est donnée, entre autres, dans un livre qui s'appelle Effective Java, que je peux vous conseiller si vous voulez faire du Java un peu efficace. La définition de l'interface attendees est comme ça. On peut ajouter et on peut rechercher des attendees. Et la première implémentation impérative que j'ai fait pour répondre à ce besoin, c'est celle-ci. Donc le principe, c'est que quand j'ajoute, pour avoir un comportement identique à une base de données, ce que je fais, c'est que l'attendee que je reçois et que je veux ajouter à mon référentiel, j'en fais une copie pour m'assurer que les égalités sur l'objet métier sont en place. C'est ce qu'on a vu on a vu tout à l'heure que en fait, il avait le equal chez le hashcode pour gérer ces problèmes-là. Parce qu'en général, quand on va faire l'ajout avec une base de données, l'insert, et puis quand on va faire le select, on n'aura pas le même objet en mémoire au niveau Java. Et le find, il est implémenté ici. Et cette version, si je lance les tests, va fonctionner à merveille, elle va répondre aux tests, tout va bien. Mais il y a un petit problème. Je vais faire une petite modification à ma classe de test. Je vais lui dire, au lieu d'avoir un cycle de vie et d'instancier la classe de test à chaque méthode de test, je vais l'instancier qu'une seule fois. Et le deuxième truc que je vais faire, c'est que mon setup, je ne vais plus le jouer pour chacune des méthodes de test, je vais le jouer qu'une fois. Et du coup, ça me permet d'avoir, dans ce cas-là, un repository singleton. Et souvent, c'est ce qu'on aura dans la vraie vie. Le repository sera singleton parce qu'on aura souvent un injecteur de dépendance qui va se charger du travail de le mettre singleton pour nous. On sera plus dans ce cas de figure. Et là, c'est le drame, parce que ça ne passe plus. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand j'ai fait mon algorithme, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé ma liste de départ pour retrouver les éléments que je souhaitais avoir en résultat. Et la ligne qui est en rouge, elle provoque ce qu'on appelle un effet de bord, puisque en fait, elle détruit le paramètre ou les valeurs connues. Et ça, dans la programmation fonctionnelle, c'est le premier truc qu'on va essayer d'éviter. Donc, en Java classique, toujours procédural, le premier truc pour éviter ce problème-là, c'est de ne pas vider la liste et d'utiliser le for loop. Mais pour le moment, là, on reste tout le temps de manière impérative. En programmation fonctionnelle, on dit qu'on veut essayer de faire des fonctions et de faire en sorte qu'elles n'aient pas d'effet de bord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut faire en sorte que nos fonctions, leur résultat ne dépend que de ce qu'on leur donne en paramètres. Et pas d'autre chose. On ne veut pas de comportement
inappropriée ou de modification des paramètres d'entrée qui ne correspondent pas à un résultat attendu. Mais le problème, c'est que si je fais des programmes qui n'ont aucun effet de bord, je fais des programmes qui ne font rien. Donc on va quand même en faire, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les mettre à la périphérie du programme pour gérer les interactions avec le monde extérieur. Mais à l'intérieur, on va essayer d'être ce que l'on appelle transparent référentiel, c'est ça le nom savant, pour éviter en fait d'avoir tous les effets de bord à l'intérieur de notre programme et là où on apporte nos valeurs ajoutées. Bien, on va changer de paradigme ici. On va introduire une nouvelle méthode. En fait, c'est la condition de if qui était là, qui a été extrait avec un extract méthode et qui a donné matches. Et quand on fait ça, on change de paradigme de programmation, on n'est plus en impératif, on est passé en mode procédural, parce qu'on appelle une sous-routine et on revient. Il y a une autre bonne pratique aussi qui est connue, c'est d'essayer d'éviter d'avoir deux niveaux d'indentation. Ici, dans cette version-là, on a l'indentation du for et on a l'indentation du if. Pour faire ça, eh ben, on a fait de nouveau un extract méthode et on a remplacé l'indentation du if et on l'a mis dans une méthode add if matches. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est faire la chasse aux effets de bord. Mais pour ça, il faut savoir les retrouver. Et une façon de les retrouver, c'est de servir des signatures des méthodes. Généralement, quand vous avez une méthode qui ne vous retourne rien, comme le addIfMatch, là, et qu'elle a un effet dans le programme, eh ben, ça veut dire qu'elle est en train de faire un effet de bord sur quelque chose. Elle produit son résultat par un effet de bord. Donc c'est un des moyens de repérer des effets de bord dans le code. Avant d'aller plus loin, on va voir maintenant les outils de programmation fonctionnelle qu'on a à nos dispositions et qui vont nous servir au bout du compte à nous passer et à réduire cet effet de bord. Le premier outil que l'on a, c'est ce qu'on appelle les lambdas. Alors pourquoi ça s'appelle des lambdas? Tout simplement parce que c'est des fonctions qui n'ont pas de nom, donc un nom lambda, ça vient de là. Et donc c'est ce que vous avez ici, où vous avez une lambda qui est définie en Java avec la query et puis l'attendee sur lequel on veut tester. Et cette lambda, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va appeler match. Alors c'est quoi l'intérêt de faire ça, de faire une lambda? C'est que ça me permet de manipuler du code comme une valeur. Exactement comme la ligne du dessus, je crée un objet ArrayList et puis je l'affecte à un objet result. Enfin, pas une valeur, une variable result. Et bien là, je peux faire la même chose avec du code. Donc je vais pouvoir manipuler du code comme une valeur. Du coup, une fois que j'ai fait mon prédicat, eh bien, je peux le passer en paramètre. Et du coup, c'est pour ça qu'elle s'appelle plus ifMatch, mais addIf, elle a été renommée. Et du coup, le prédicat, je peux l'utiliser et l'appeler. C'est ce que je fais dans le if en bas, là, en faisant test, en query et attendee. Il est possible aussi, toujours en faisant des lambdas, de capturer un paramètre qui ne fait pas partie des paramètres d'entrée de la lambda. Et ce paramètre, il est caché, enfin, il est capturé dans le contexte même à côté de la lambda, au moment où on la définit, où on la déclare. C'est le cas de result ici. Mais il n'est pas visible de celui qui appelle la lambda. C'est-à-dire qu'en bas, quand j'appelle ici append.accept, je ne passe que l'attendee. Je ne passe pas la liste. Mais malgré tout, quand ma lambda va s'exécuter, elle va quand même faire result.add.
En fait, je ne l'ai pas dit, mais ici, je l'ai défini sous forme de valeur et je l'ai passé ici en paramètre de addif. Et du coup, ça, le fait de capturer un paramètre dans le contexte, c'est un paramètre qui est clos, et c'est pour ça qu'on appelle ça une closure. C'est le principe de la closure. Donc, maintenant qu'on a vu les lambdas et le fait de pouvoir avoir une closure, on va rajouter un autre concept qui vient de la programmation fonctionnelle, c'est les fonctions d'ordre supérieur. Alors, le principe des fonctions d'ordre supérieur, on en fait déjà depuis tout à l'heure, c'est que c'est une fonction qui soit prend en paramètre d'entrée, soit retourne en sortie une fonction. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les lambdas en Java, en fait, leur type, c'est une interface. Là, en l'occurrence, c'est l'interface consumer. C'est quelque chose qui prend une valeur, un t, et qui a comme type de retour un void. Et la méthode qui est définie dans ces interfaces, elle s'appelle accept. Donc, nous, ce qui nous intéresse là, c'est de pouvoir éliminer notre effet de bord. Donc, il y a une technique qui est assez simple. Quand je veux pas faire quelque chose, je veux plus que mon addif soit responsable de l'effet de bord, je le laisse faire aux autres. Je le délègue. Ça marche toujours, ça. Et donc, c'est ce que je fais ici avec le addif. Le truc que je fais, c'est que quand je vais boucler, là, le addif, il prend le happen en paramètre. Et dans son implémentation, ce qu'il fait, c'est qu'il teste avec le prédicat si ça correspond bien ou pas. Et si ça correspond, ce qu'il fait, c'est qu'il retourne directement le happen. Il ne l'exécute pas. Et c'est pour ça que j'ai un type de retour de addif qui est un consumer. Et ce qui va se passer, c'est que dans ma boucle, le consumer va se retrouver dans la variable qui est ici. Et j'ai plus qu'à faire un accept dessus en lui passant l'attendi de la boucle. Et là, du coup, c'est là que l'effet de bord va se produire. D'accord ? Mais la fonction add, là, ne fait plus d'effet de bord. Évidemment, il faut aussi produire une fonction identique quand le filtre, quand le predicate il est faux. Et donc c'est pour ça qu'on a ici retourne attendi de 1 avec quelque chose qui fait rien. Du coup, le accept avec le attendi, quand je suis sur ce cas de figure, ben, il ne fera rien. Il ne fera pas d'ajout. On va faire un peu plus évoluer. Maintenant qu'on a vu qu'on pouvait capturer des paramètres et en faire des closures, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier matches. Matches, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner la valeur query, qui est le paramètre fourni ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'il retourne un prédicat. On va utiliser la même technique que le addif de tout à l'heure. Et l'intérêt de faire ça, c'est que du coup, ici, je me retrouve avec une lambda, puisque qui dit consumer, il faut l'implémenter avec une lambda. C'est ce que je fais ici. Mais le gros intérêt de faire ça, c'est que ma méthode addif n'a plus besoin de connaître la query. Elle a juste besoin d'avoir le predicate. Le query est déjà fixé, elle n'a plus qu'à utiliser l'attendi qui est fourni au addif. Elle n'a plus besoin d'avoir le passage de la query de manière explicite. On va revenir sur notre liste, parce que tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'était bien, on a fait notre addif, mais on a filé la patate chaude. C'est-à-dire qu'on a retourné un consumer, et puis du coup, le addif, c'est super, il ne fait plus d'effet de bord, mais dans la boucle, il y a encore un effet de bord, puisque je me base sur la closure result pour alimenter ma liste. On va essayer de changer ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on va changer de méthode. On ne va plus faire du happen, mais on va faire du concat. On va concaténer des listes. Et donc, du coup, là, on va pouvoir on va pouvoir casser l'effet de bord. Et c'est ce qu'on fait ici. Donc, du coup,
Java, en gros, on a besoin dans ce cas-là d'avoir une fonction, parce que concat, elle a besoin d'avoir deux paramètres. Elle a un premier paramètre qui est l'attendee et le courant, et l'autre, c'est la liste des attendis en cours. Et du coup, c'est pour ça qu'on a ici une bifonction qui prend une attendee et une liste d'attendis. Pour pouvoir... alors, c'est une autre façon de représenter une lambda, c'est-à-dire on peut faire une référence sur une méthode existante qui a la même signature que le lambda. La lambda, si je l'écrivais, elle a les deux paramètres qu'on a en entrée de concat, là, et elle retourne la liste des attendis dans lequel on a ajouté le nouvel attendu. Et l'intérêt de faire ça, c'est que du coup, quand j'applique ici, je lui passe l'attendu courant et le résultat, et j'obtiens la nouvelle liste. Et toujours le même phénomène que tout à l'heure, c'est-à-dire que si le prédicat il est valide, eh bien, on lui retourne directement concat. Si il n'est pas valide, dans ces cas-là, il y a une fonction qui retourne la liste telle qu'elle est à l'état actuel des choses. C'est ce qu'on a tout en bas de l'écran. Au lieu d'utiliser la bifonction, on peut aller un tout petit peu plus loin et utiliser une autre technique de la programmation fonctionnelle qui s'appelle le currying. Le currying, ça consiste en quoi? C'est que tout à l'heure, j'avais ma méthode concat, elle avait deux paramètres d'entrée. D'accord? Et l'idée du currying, c'est quoi? C'est que je vais prendre une fonction qui a deux paramètres et je vais le traduire en une fonction qui prend le premier paramètre et qui retourne une autre fonction qui prend le second paramètre et qui appliquera le traitement et retournera le résultat. C'est ce qu'on a ici, tout en haut. J'ai une fonction qui prend un attendu, et le retour attendu de cette fonction, c'est une autre fonction qui prend la liste des attendus avant la modification et qui a comme résultat les attendus une fois concaténés. Et du coup, là, je me retrouve avec une première lambda, c'est la première flèche qui est ici. Donc elle, c'est le paramètre qui correspond à ce type-là. Et la deuxième partie, c'est une lambda, puisque c'est de nouveau une fonction, qui prend la liste des attendus avant la concaténation et qui appelle concat. Et là, la concaténation va se faire et on obtient le résultat. Donc ça, c'est une autre façon de le faire et ça évite d'utiliser le bifonction. Ça peut avoir un autre intérêt, c'est que bifonction, il est fourni par défaut avec Java. Imaginez que vous avez trois paramètres. Il n'y a pas à trifonction. Donc là, vous allez être obligé de passer par la technique du currying. Donc encore une fois, en gros, on doit se retrouver qu'avec des fonctions chaînées avec un seul et unique paramètre. C'est ça l'idée. Et c'est quand on appelle la dernière que le traitement se déclenche. Et du coup, on va exploiter ça. Le fait d'être curryé, là, dans cette version-là, on voit ici la fonction qui est retournée par adif, donc notre fameuse fonction curryée. Elle doit faire deux applies successifs pour déclencher le concat. D'accord? C'est la modification qu'on a eue par rapport à tout à l'heure. Avant, on avait un seul apply, on lui passait les deux valeurs. Maintenant, on a deux applies consécutifs et on lui passe paramètre par paramètre puisqu'on a deux fonctions en cascade à appeler. On va exploiter cette possibilité-là. C'est ce qu'on appelle l'application partielle. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que dans ma fonction adif, là, je vais pouvoir, comme elle connaît l'attendu sur lequel je travaille, qui est passé en paramètre, voilà, qui est là, elle peut, avec le concat, appliquer l'attendu courant et fixer le premier paramètre de la première fonction. C'est toujours pareil si je suis dans le cas où je ne passe pas le filtre. Dans ces cas-là, je retourne la liste telle quelle. Ça ne bouge pas. Et l'intérêt de faire ça, c'est que ici, déjà là, le type de retour de adif, il est simplifié. C'est plus qu'une seule fonction avec la liste de départ et la liste d'arrivée.
puisqu'on appelle directement concat. Et là, donc du coup, là, je vais avoir fixé qu'un seul paramètre, c'est-à-dire le attendee. Et lorsque je reviens dans ma boucle, je vais déclencher le traitement de concat quand je vais appliquer le résultat. Et c'est ça l'intérêt d'avoir queryfié et de faire de l'application partielle, c'est que du coup, je peux positionner une valeur à un moment et déclencher le traitement plus tard. Et ça, quand vous faites de l'objet, vous le faites sans vous en rendre compte. Parce que si vous manipulez un objet, le premier truc que vous faites avant de manipuler un objet, généralement, vous faites un new. Un new de l'objet. Et le new de l'objet, qu'est-ce que ça fait? Ça fixe un paramètre particulier qui s'appelle 10. Et dans un deuxième temps, éventuellement, vous appelez une méthode sur la valeur qui correspond à 10. Et bien, quand vous faites new d'un objet et que vous appelez après une méthode, vous êtes en train de faire de l'application partielle. On va poursuivre. On va extraire tout le code toute la boucle qui est ici avec le concat. On va l'extraire et on va appeler cette méthode filter. Et là, on va se retrouver dans quelque chose qui est déjà plutôt connu. En fait, si vous regardez notre méthode de repository, find by infix of first name, en fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est un filtre avec un prédicat, et ce prédicat, c'est le prédicat qui match la query. Vous voyez, quand vous le dites en français dans le texte, ou en anglais, c'est ce que vous êtes en train de déclarer ici dans votre méthode. Et en dessous, on a un filter. Pour le moment, il est un peu compliqué. Il fait encore appel à adif. Il fait encore appel à adif. Ici, on a concaténé l'appel du résultat pour que le concat se déclenche, et ainsi de suite. Mais on peut le simplifier, ça. On peut le simplifier avec la version du dessus. La version du dessus, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend notre liste de résultats, on balaye les attendus. Si le prédicat est OK, on ajoute l'attendee dedans. D'accord? Et ça, c'est totalement générique. On peut même le faire statique, parce que là, tout ce que je manipule, c'est indépendant de la classe dans laquelle je me trouve. Cette implémentation, c'est exactement la même que celle du dessous. Sauf que celle du dessous, elle est moins verbeuse. En fait, je fais une stream sur ma liste d'attendus et j'appelle filtre en lui passant le prédicat que j'ai fourni. Et après, je collecte le tout et j'en fais une liste. En fait, les deux algorithmes ici sont identiques. Donc si vous avez compris ça, vous avez compris comment fonctionnait un stream. La version finale de notre repository et qui fonctionne, c'est la suivante, avec l'ajout qu'on avait, le find qui est un filtre qui matche des queries, le filter que j'ai laissé ici pour une question de lisibilité, qui s'appuie sur un stream pour collecter le résultat. Et la fonction matches ici. Donc, ça c'est le coup d'après. Du coup, là, en fait, on a ici la version fonctionnelle en Java qui fait le même algorithme que la version impérative de départ. Et on pourrait même la simplifier encore plus en supprimant la méthode statique filter, en n'ayant que le stream. Mais je l'ai gardé parce que je voulais vous faire voir quelque chose d'autre. En fait, quand on parle programmation fonctionnelle, il existe des langages dits de programmation fonctionnelle pure. Un qui est connu, il s'appelle Haskell. Et généralement, quand on parle d'Haskell, c'est ça fait peur, c'est compliqué, et ainsi de suite. Et donc, je voulais vous faire voir et vous faire comparer ce que je viens de faire en Java avec du Haskell. En Haskell, c'est pas un langage objet,
c'est un langage fonctionnel. Donc, on ne fait que des structures de données. On ne fait pas d'objets. Il n'y a pas de classe. Enfin, il y a des classes, mais c'est autre chose. D'accord ? Mais quand on veut faire l'équivalent de notre classe attendue en Java, c'est ce que vous avez à droite. En Haskell, on va faire une data qu'on va appeler attendue. Et on va dire qu'elle est égale, le deuxième attendue, ça correspond au constructeur. D'accord ? Et on met des accolades avec des champs, et deux points, c'est pour dire c'est du type 2. Et on dit first name, c'est de type string. Et pour faire l'équivalent de je surdéfinis call, /code et puis toString, on met deriving, show et EQ. Et ça se débrouille pour implémenter l'équivalent de toString et l'équivalent de call, /code. Ça, c'est la définition d'un type de données en Haskell. Et là, vous avez vraiment la comparaison. Vous voyez qui c'est qui a le moins de code. Et c'est pas très très compliqué. Ça, c'est l'équivalent des tests que vous avez vu tout à l'heure dans JUnit 5. Le principe, c'est que je crée en haut, alors les crochets, c'est pour faire des listes en Haskell. Donc, je crée des attendus qui ont un first name Marc, first name Christelle, et ainsi de suite. C'est exactement ma liste de tout à l'heure que j'avais dans mon programme Java. D'accord ? Et après, je ne sais pas s'il y en a qui font du JavaScript dans la salle et qui ont utilisé du Jasmine, par exemple. Eh ben, vous avez describe, vous mettez le texte correspondant à votre suite de tests, it, le texte correspondant à votre cas de test, et après, dessous, c'est l'appel de la fonction. Alors, contrairement à Java, les fonctions, on ne met pas de paramètres, de parenthèses pour définir les paramètres. Là, ce que ça veut dire, c'est que j'ai une fonction, il s'attend à ce qu'il y ait une fonction qui s'appelle find by infix of first name. D'accord ? Je lui passe le paramètre avec lequel je veux faire ma query, le poll. Et là, le truc d'à côté, c'est la variable qui est tout en haut, qui est la liste des attendus que je connais. Et le should be, il est entre codes comme ça, parce qu'en gros, c'est une fonction qui prend deux valeurs, deux paramètres, et du coup, quand je le mets en backcode comme ça, je peux l'infixer, je peux le mettre au milieu. Exactement comme un plus. Quand vous faites 2 plus 4, vous écrivez le plus au milieu. Il y en a qui peuvent le mettre derrière, ça arrive, et le suffixe, mais en général, on met le plus au milieu. Et ben, en Haskell, une fonction qui a deux paramètres, on peut, en faisant le backcode, la mettre en infixe. Et du coup, ça se lit. En gros, ça veut dire find by infix of first name, Paul, attendit, should be vide. Et vous avez après la même chose en dessous avec une liste avec un seul élément qui est Marc, et le dernier qui est la même chose, mais avec Christelle et Christophe. Et l'implémentation Haskell, elle ressemble, j'ai remis l'implémentation Java en dessous, elle ressemble à ça. Donc la première ligne, c'est la signature, qu'on n'est pas obligé de mettre. Haskell, il est assez grand pour la trouver tout seul. Maintenant, c'est toujours bien de l'avoir pour la documentation. Donc ça veut dire que j'ai ma fonction find by infix of first name, elle prend une string, c'est ma query. Elle prend une liste d'attendus, c'est les attendus que je connais, et elle me retourne les attendus qui correspondent, qui matchent. Et du coup, l'implémentation, en gros, on met le nom de la fonction, on met les deux paramètres, query et attendu. La fonction filter, elle est built-in en Haskell. Elle fait partie des librairies de base du langage. On va appeler match avec query. Vous savez, tout à l'heure, j'avais fait match, on l'a en dessous. On avait fait match query. Juste ici. D'accord ? Donc c'est la même chose que je fais ici, mais sauf que je ne mets pas de parenthèse pour faire l'appelant. Je mets juste des parenthèses autour pour qu'il appelle d'abord match query avant d'essayer de déclencher filter. Donc il va faire match query. Une fois qu'il a son prédicat, il va l'appliquer aux attendus et il va filtrer dessus. Et le résultat du filtre, ça sera la nouvelle liste. Et le match, vous l'avez en dessous. Il prend une string, un attendu et il retourne un booléen. Et le seul truc, donc là, on récupère la query, les attendus, et après on appelle infix off en lui passant un premier paramètre qui est la query, et le deuxième, le prénom de l'attendu. C'est comme ça qu'on fait pour faire le getter
côté Haskell. On lui dit, je veux le first name de l'objet. Donc, vous voyez, en gros, en haut, en 4 lignes, et encore, j'ai mis les signatures, qui ne sont pas obligatoires, c'est ce que j'ai en dessous. Enfin, je ne trouve pas que ce soit démesurément incompréhensible. Après, voilà, il faut savoir le manipuler, mais ce n'est pas très dur. Il suffit d'avoir un compilateur Haskell et un éditeur de texte. C'est les outils qu'il faut. Et là où je voulais en venir, c'est que là, je vous ai montré tout un tas de techniques qui sont liées à la programmation fonctionnelle. Et le truc, c'est que si on veut pouvoir programmer de manière fonctionnelle dans n'importe quel langage, il faut savoir changer son mindset, sa façon de travailler. Alors, ce n'est pas évident parce qu'on a pris l'habitude, avec l'impératif, d'expliquer à notre machine à chaque fois fais ci, fais ça, et ainsi de suite. Là, on va être dans le déclaratif. Je veux que tu me donnes l'ensemble des participants qui matchent avec ce truc-là. Et donc, du coup, comme ça, c'est sur un ensemble, je vais filtrer. Donc, en gros, ça demande un changement de façon de penser. Et d'où l'intérêt de s'intéresser à Haskell, ne serait-ce que pour s'entraîner. Parce que Haskell, lui, comme il est en fonctionnel pur, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé d'être avec le paradigme fonctionnel. Et donc, le fait de vous entraîner en faisant des katas, des petits exercices, des trucs comme ça, je ne parle pas de le mettre en production, ça c'est un autre débat. Mais juste de vous entraîner, ça va petit à petit vous amener à changer votre façon de raisonner sur votre problème pour trouver la solution. Et donc, du coup, vous verrez que aller développer après en Java, en JavaScript, en TypeScript, en n'importe quel langage, en fonctionnel, ça va devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Et pourquoi c'est intéressant de faire de la programmation fonctionnelle? Généralement, on se retrouve souvent avec du code beaucoup plus concis, puisqu'il est déclaratif. On minimise les effets de bord. Et ça a l'air de rien, mais quand vous débuguez vos programmes, je pense que vous n'êtes pas nombreux à penser qu'entre deux moments où vous avez fait vous êtes arrêté sur un point d'arrêt pour voir ce qui se passait, vous êtes peu nombreux à vous poser la question, mais est-ce qu'entre les deux, il peut y avoir quelque chose qui vient perturber ce que je suis en train de voir dans mes variables, parce que je vais avoir un bel effet de bord qui vient de derrière les fagots. Je pense que vous n'êtes pas nombreux à réfléchir comme ça. Non, vous faites avec ce que vous voyez. Et donc, c'est ce que propose justement la programmation fonctionnelle en écartant le plus possible les effets de bord. Donc, du coup, c'est plus facile à tester et c'est plus facile à débugger. Et pourquoi aujourd'hui, tous les langages, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils rajoutent dans leurs évolutions? C'est la capacité d'avoir de la programmation fonctionnelle. Il n'y en a pas un qui ne l'a pas. Que ce soit TypeScript, que ce soit Java, que ce soit Kotlin, que ce soit Scala, enfin, tous, ils l'ont, ou s'ils ne l'ont pas, ils se modifient pour l'avoir. En fait, pour la simple et bonne raison, c'est qu'avant, quand vous aviez envie d'augmenter votre rapidité de calcul, le truc que vous faisiez, vous attendiez 18 mois, vous changiez votre microprocesseur et vous doubliez votre temps de calcul. Aujourd'hui, si vous voulez faire ça, le seul moyen de le faire, c'est de paralléliser, c'est d'utiliser le multicœur. Et donc, quand vous êtes side effect, alors je ne l'ai pas dit, mais dans le side effect, enfin, le fait d'éliminer le side effect, on va avoir son pendant, ça s'appelle l'imitabilité. Donc le side effect avec l'imitabilité, pour paralléliser sur des cœurs, ça c'est super intéressant. Et c'est pour ça que c'est intéressant la programmation fonctionnelle. Parce qu'elle va vous permettre d'utiliser au mieux les architectures d'aujourd'hui et leurs capacités. En plus de vous amener à faire du meilleur design. Avec des notions fonctionnelles, vous faites du meilleur orienté objet, du moins procédural, en ayant les techniques d'objet. Ce qu'on a vu ce matin, je ne sais plus dans quelle présentation, on a parlé de solide.
Eh ben, en s'imprégnant dans son Java de programmation fonctionnelle. Je ne dis pas qu'il faut en mettre, faut savoir le doser, c'est comme le sel dans la soupe, mais ça va vous amener à faire du meilleur design et donc beaucoup plus maintenable. Et ça, je pense que tout le monde le veut. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Oui. Ma question c'est donc les parties ou l'utilisation des caractéristiques fonctionnelles de Java. C'est seulement là, pardon, là où on a comme des problématiques qui vont se prêter aux besoins de parallélisation. Parce que ce que j'ai l'impression c'est qu'à la fin on va avoir des programmes avec un mélange, non? Des parties fonctionnelles, des parties orientées objets. Alors, en Java, tu seras obligé tu ne peux pas être que d'un paradigme. C'est pas possible. Moi, par expérience, une fois que tu as pris le biais et que tu t'es entraîné en faisant avec n'importe quel langage ou autre, par exemple Haskell, et que tu as pris le biais de pensée fonctionnelle et de travailler de base fonctionnelle, c'est ça qui est difficile parce qu'on a pris le mauvais biais. Enfin, on a pris le biais d'expliquer à notre machine comment le faire. Et ça, il faut en sortir de ça. Parce que le comment le faire, c'est ton JDK qui va le faire. C'est ta machine virtuelle qui va le faire. C'est ton compilo qui va le faire. D'accord? Et eux, les gens qui s'occupent de ça, c'est leur job. De savoir comment le faire de manière le plus optimale pour que ta machine le fasse travailler. Donc je pense que par défaut, l'idéal, ça serait de faire ça. Maintenant, là où tu as raison, c'est que aujourd'hui, dans l'état d'avancement de la JVM et de Java, tu ne peux pas faire du fonctionnel 100%, comme Haskell. Donc du coup, tu es obligé d'avoir un compromis, mais ce compromis, il va t'amener à avoir un orienté objet déjà, parce que à la base, le Java, même la version 1.0, elle est censée être orientée objet. Donc on était censé faire des objets. Malheureusement, quand on voit les bases de code, ce n'est pas toujours de l'objet. Et donc déjà, le premier effet qui se coule de tendre ton Java vers du fonctionnel, c'est que tu vas faire du meilleur objet. Et donc en appliquant les patterns, les principes solides et compagnie. Et ça va t'apporter un meilleur design, beaucoup plus modulable, modifiable. Maintenant, à l'intérieur de tes méthodes, il y a des fois où rester effectivement impératif, ça va être la solution, parce que c'est la méthode aujourd'hui la plus optimale que la JVM est capable pour où le meilleur temps de réponse, la meilleure façon de travailler. Donc, je pense qu'il faut penser globalement fonctionnel et notre découpage, et ainsi de suite. Faire de l'objet, ça c'est normalement l'ossature de base, parce que ça justement, demain tu as envie de paralléliser, ça veut dire que si tu es dans ces paradigmes-là, tu vas paralléliser sans te... En gros, tu as juste à dire mes streams, au lieu de faire un stream, je fais un parallèle stream et c'est fini. C'est la seule modif de code que tu vas faire. Si par contre tu as fait une boucle à la main, si demain tu veux l'optimiser, c'est toi qui vas te taper le découpage par exemple de la liste pour envoyer les morceaux de liste sur les différents cœurs, faire les calculs aux différents cœurs et réceptionner le résultat final pour avoir le résultat complet sur ta liste. Tu vois? Alors que si tu as laissé faire, si tu as fait des streams de base, eh ben, ce qui va t'arriver, c'est que toi, tu ne te poses pas la question, tu fais un parallèle string parce que tu traites des grosses listes, d'accord, genre plus de 6000 éléments. Tu utilises les cœurs de ta machine, mais pour toi, au niveau développement, tu n'as pas à modifier. Tu es le fameux open close, c'est-à-dire que tu es ouvert à la modification juste en changeant le stream, en le rendant parallèle, mais tu as fermé la modification du code existant des mappeurs, des filters et compagnie, qui, eux, ne bougeront pas et seront toujours les mêmes que tu sois en parallèle ou que tu sois... Donc ça a de la valeur. Tu vois? Et donc c'est pour ça que ça vaut le coup de le prendre en compte dès maintenant. Évidemment, il faut être avec du Java 8 et plus. D'autres questions? Bon, ben, je vous remercie.